Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau studio, le 360. Dans cette émission, nous allons parler de l'affaire du Sahara à la lumière des récents développements positifs qu'a connu ce dossier, notamment suite à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Alors pour parler de cela, j'ai le plaisir de recevoir un fin connaisseur des rouages juridiques de ce dossier. Rachid Lezrak, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours atypique. Vous êtes un juriste en droit public. Vous avez enseigné à la faculté de droit de Casablanca, mais aussi à celle de Rabat. Vous êtes aussi spécialiste en fiscalité d'entreprise. Vous avez édité plusieurs ouvrages sur les différents types d'impôts. Et ces dernières années, vous vous êtes intéressé à l'histoire des religions. Vous avez publié il y a 2 ans un livre intitulé « Jésus, une grande figure biblique du Coran », édition L'Harmattan et la croisée des chemins. Alors, Rachid Lezrak, vous avez suivi de près la genèse de l'affaire du Sahara. D'abord, racontez-nous les circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, au milieu des années 70, vous avez été impliqué directement dans la gestion de ce dossier. Oui, alors je vous remercie d'abord pour votre invitation. Effectivement, j'étais impliqué par pur hasard. J'ai terminé mes études, disons mon DES, et puis il fallait que j'écrive une thèse de doctorat. Et avec mon directeur de thèse, Paul Reuter, un grand internationaliste, on a choisi justement de parler du contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne. Pas uniquement le Sahara, mais également Ifni, Tarfaya et les Présides du Nord. Et j'ai soutenu le 12 janvier 1974. Et à la fin de la soutenance, parmi le jury, il y avait le professeur Bardonnet, qui était un ami de Sidi El-Sabsri, qui lui a téléphoné pour lui dire, voilà, j'ai assisté à une soutenance qui concerne le Maroc, et ça pourrait intéresser le Maroc. Effectivement, en rentrant au Maroc, la soutenance a été faite à Paris, j'ai été contacté par Sidi El-Sabsri, et je lui ai remis un exemplaire de ma thèse. Le 9 juillet 1974, c'est-à-dire à quelques mois, Sa Majesté Hassan II, lors de son discours du 9 juillet 1974, à l'occasion de la fête de la jeunesse, a déclaré « Nous avons décidé de récupérer notre Sahara et nous avons le dossier juridique pour cela. » Et le dossier juridique, c'était votre thèse. C'était le début un petit peu du dossier juridique, parce que par la suite, bien sûr, ma thèse n'a été qu'un commencement. Il va y avoir une commission qui allait justement s'occuper de ce dossier juridique. Mais déjà, dans cette thèse, il y a des titres juridiques, des titres historiques qui prouvent la marocanité du Sahara. On va en parler. Alors, on peut dire que vous avez été témoin des événements qui ont marqué l'évolution de cette affaire. Parlons d'abord de la position du Maroc. Est-ce que, selon vous, il y a lieu de parler d'une position ferme, constante et inchangée, ou plutôt d'une position qui a évolué au fil du temps, au gré des situations et des contextes politiques? Il y a les deux situations. La première situation, c'est que, incontestablement, depuis son accession à l'indépendance, le Maroc a revendiqué sa souveraineté sur le Sahara. Déjà, au niveau de son admission aux Nations Unies. Ensuite, devant la commission de tutelle de l'Assemblée générale. Et il a poussé l'Assemblée générale à entamer des négociations. C'est une résolution extrêmement importante pour le Maroc, c'est la résolution de 2072, qui demande à l'Espagne d'entamer des pourparlers relatifs à la souveraineté que posent le Sahara et Ifni. Premièrement, on parle de souveraineté, donc il s'agit... et il n'y avait pas de Polisario à l'époque, donc il n'y avait que le Maroc avec qui on peut entamer des négociations de souveraineté. Deuxièmement, l'Assemblée générale a assimilé les deux cas, le cas d'Ifni et celui du Sahara. Alors, comme vous le savez, Ifni a été récupéré par le Maroc en 1969 et l'Espagne a tergiversé concernant le Sahara et n'a jamais voulu quitter le Sahara. Donc, par la suite, les événements ont changé. Alors, devant les manœuvres dilatoires, justement, de l'Espagne, le Maroc a essayé d'adapter sa position par rapport aux événements qui se sont passés. Alors, premièrement, l'Espagne, ne voulant pas justement entamer les négociations, elle a poussé l'Assemblée générale des Nations unies à déclarer qu'il faut appliquer le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara par l'organisation d'un référendum. Le Maroc a vu que justement, il y avait des manœuvres espagnoles.
Et ça, c'est que on l'a constaté, et j'ai ici des déclarations de López Bravo au journal ABC où il dit « Nous sommes là, si le peuple, si les populations sahraouies voudraient associer l'Espagne, nous sommes là justement pour répondre à leurs demandes. » Alors là, quand il y a eu blocage, le Maroc a accepté le référendum. C'était en 1986, mais il a dit « Attention, le référendum va être une initiative extrêmement difficile à réaliser. » Pourquoi? Parce que les populations étaient des populations nomades, c'était des tribus. Et il était quasiment impossible d'organiser, d'identifier les personnes qui devaient participer à ce référendum. Et c'est là où, premièrement, il y avait James Becker, en 2001, qui a dit « Il faut peut-être laisser tomber le référendum parce que c'était impossible à organiser et il fallait penser à un statut d'autonomie dans le cadre de l'État marocain. » Donc finalement, l'autonomie, le statut d'autonomie, ce n'est pas le Maroc qui a été à l'origine de ce statut, c'est Becker. Et Becker, c'est qui? C'était le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Alors, justement, quelle est la position des Nations Unies? Alors, vous venez de publier cette semaine une tribune dans le journal Le Monde intitulée « L'ONU a entériné la solution de large autonomie proposée par le Maroc ». Vous dites que les États-Unis, en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara, n'ont fait que dire tout haut ce que pensent les autres États du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, pour vous, les Nations Unies ont déjà tranché leur position en faveur d'une solution d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine? C'est-à-dire, il y a eu d'abord la déclaration de Becker. Il y a eu les difficultés pour identifier les populations qui devaient participer au référendum. On s'est rendu compte que c'était impossible à organiser. Donc, le Conseil de sécurité s'est orienté vers des solutions beaucoup plus réalistes, pragmatiques, etc. Vous connaissez un petit peu la formule. Et justement, tous les ans, depuis 2007 jusqu'en 2020, il y a une expression qui ressort dans les résolutions du Conseil de sécurité. Ce sont les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour arriver à un règlement. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, ce que propose le Maroc est quelque chose de très sérieux. Et, comme je le disais dans ma tribune, il faut être soit aveugle, soit de mauvaise foi, pour ne pas comprendre que le Conseil de sécurité voudrait régler le problème du Sahara en adoptant le statut de large autonomie préconisé par le Maroc. Alors, que pensez-vous des gens qui parlent encore, nous sommes en 2021, et qui parlent encore de référendum d'autodétermination? Alors, justement, c'est ça peut-être, et c'est ce qui m'a poussé justement à écrire cette tribune. C'est-à-dire, quand j'ai lu dans Le Monde, il y a 2 juristes qui ont écrit, qui ont parlé encore de référendum d'autodétermination, etc., j'ai dit, c'est pas possible. Soit que ces gens-là ne connaissent pas l'histoire du Sahara, soit qu'ils sont de mauvaise foi. Et effectivement, aujourd'hui, le référendum a été abandonné. Mieux encore, il y a le néerlandais Walsum qui a dit « Aujourd'hui, soyons réalistes, l'indépendance du Sahara est quelque chose qui n'est pas atteignable, et n'est pas crédible, et n'est pas réalisable ». Un mot sur la position actuelle du gouvernement espagnol. Je rappelle que l'Espagne a brillé par son absence lors de la conférence ministérielle organisée il y a quelques jours par le Maroc et les États-Unis concernant le soutien du plan d'autonomie du Sahara. Est-ce que vous ne voyez pas que l'attitude du gouvernement espagnol s'inscrit dans la continuité de la position historique de l'Espagne qui, comme vous l'expliquez dans votre tribune, n'a jamais voulu quitter le Sahara? Effectivement, il faut le dire, l'Espagne, en tant que puissance occupante, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'Espagne qui a occupé le Sahara, et qui a été quelque part court-circuitée par le Maroc. Quand le Maroc a vu les manœuvres espagnoles, il a demandé à l'Assemblée générale des Nations Unies de demander à la Cour internationale de justice de dire, premièrement, est-ce que le Sahara était une terre annulus, un territoire sans maître, et si ce n'était pas un territoire, est-ce qu'il y avait un lien entre les tribus du Sahara et les sultans du Maroc? Et la Cour internationale de justice a, de façon très claire, très explicite, a dit, premièrement, le Sahara n'était pas un territoire sans maître au moment de l'occupation par l'Espagne, et deuxièmement, qu'il y avait un lien d'allégeance entre
les sultans du Maroc et les tribus du Sahara. Alors, l'Espagne s'est vue court-circuitée. Et c'est là où elle s'est tournée vers l'Algérie, vers la Libye, pour créer le Polisario et pour la Rast. Et là aussi, alors vous savez, aujourd'hui la position espagnole est quelque part contradictoire. D'une part, elle déclare avoir les meilleures relations avec le Maroc, lutter contre l'immigration, le terrorisme, etc. Et d'un autre côté, elle n'arrive pas, comme l'a fait la France, comme l'ont fait les États-Unis, à dire que le statut d'autonomie est un statut qui est tout à fait crédible et c'est peut-être la seule solution au problème du Sahara. Alors Rachid Zarq, vous avez évoqué l'avis consultatif de la Cour internationale de la justice. Vous étiez membre de la délégation marocaine qui a défendu le dossier marocain. Est-ce que vous avez un souvenir à nous raconter comment ça a été l'ambiance au sein de la délégation et comment vous avez accueilli alors la décision ou l'avis consultatif de la Cour internationale de la justice? Alors je vais vous raconter quelque chose. C'est-à-dire que lorsque j'ai écrit cette thèse, vous savez, quand on écrit une thèse de doctorat, on essaie de trouver des arguments. Pour moi, l'un des arguments que pouvait présenter l'Espagne pour justifier son occupation du Sahara, c'est que le Sahara n'avait pas de maître, n'avait pas disons, était un terra nullius. Et c'est cet argument que le Maroc a utilisé. Alors, parmi mes souvenirs, au moment où se tenaient les audiences, il y avait le représentant de l'Espagne qui disait « Mais nous, on n'a jamais dit que le Sahara était terra nullius. C'est un travail académique, c'est un travail de ce monsieur. » Il m'indiquait il me dit « ce monsieur qui a écrit sur le Sahara et qui disait que l'Espagne, mais nous, on n'a jamais dit que le territoire était terra nullius. » Et puis j'ai vu la délégation espagnole dans les coulisses, si vous voulez, de la Cour internationale de justice. Il y a un Espagnol qui s'est rapproché de moi, il m'a dit « Vous nous avez créé un gros problème, monsieur Lazrak. » Alors, tout à l'heure, en soulevant la position de l'Espagne, vous avez dit que l'Espagne a toujours tergiversé s'agissant du dossier du Sahara, n'a jamais voulu quitter le Sahara, et même en quittant le Sahara, il a passé le relais, et ça vous le dites dans votre tribune, il a passé le relais à l'Algérie et à la Libye. J'ai une question par rapport à l'Algérie. Pourquoi l'Algérie s'oppose au Maroc dans ce dossier, et pourquoi l'Algérie s'entête à rejeter la main tendue du Maroc? C'est la grande question. Moi, je pense que dans cette affaire du Sahara, il y a une grande question, la position de l'Algérie. Parce que sans l'Algérie, on n'aurait pas eu d'affaire du Sahara. Sans l'Algérie, il n'y aurait pas eu le Polisario. C'est une création de la Libye, mais essentiellement de l'Algérie. Bien. Alors maintenant, c'est un gâchis. C'est un gâchis considérable. Et si vous permettez, je reviendrai sur ce gâchis parce que c'est important. Maintenant, tout le monde se pose des questions. Pourquoi? Je vais vous dire. Ayant suivi ce dossier, je dis qu'il y a des raisons subjectives qui relèvent non pas de la politique, mais de la psychanalyse. Parce que personnellement, j'estime que l'affaire du Sahara et la position algérienne est liée à la personne de Bouteflika, qui est né au Maroc, qui a vécu au Maroc, qui a été instituteur à Oujda, et il connaît parfaitement le Maroc. Donc, il y a très probablement des raisons personnelles. Bien. Maintenant, il y a des raisons objectives. Les raisons objectives, c'est un véritable plan qui consistait à empêcher que le Maroc devienne une puissance régionale. Parce que Boumedienne et Bouteflika pensaient que le Sahara était riche en pétrole, en gaz, etc. Et que si le Maroc devait donc exploiter ses richesses, il devenait une puissance régionale qui allait concurrencer l'Algérie. Bien. Et alors là, quels sont les éléments de ce plan? La première des choses, c'est couper le Maroc de ses racines africaines. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI a très bien compris. Parce que coupant le Maroc de ses racines africaines, c'est l'isoler. Et on revient au deuxième objectif, c'est encercler le Maroc. Prenez la carte du Maroc. Au nord, vous avez la Méditerranée, à l'ouest, l'Atlantique, à l'est, l'Algérie. Si vous avez un État inféodé à l'Algérie, le Maroc
est encerclé. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour le Maroc. Donc, encercler le Maroc, couper le Maroc de ses racines, et puis bien sûr, cerise sur le gâteau, c'était de permettre à l'Algérie d'avoir une ouverture vers l'Atlantique. Donc, il n'y avait que des avantages pour l'Algérie de créer un mini-État au sud du Maroc. J'ai une question par rapport à la position des États-Unis. La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a marqué un tournant dans l'histoire de ce dossier. Certains pensent que le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, pourrait être amené, sous une pression quelconque, à revenir sur la décision de son prédécesseur. D'un point de vue juridique, que vaut le décret présidentiel signé par Donald Trump? D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que la position américaine n'a fait que, ou du moins les autorités américaines, n'ont fait que dire tout haut ce que pensent les États, et notamment le Conseil de sécurité. Parce que, objectivement, à part l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, il n'y a pas de solution. L'indépendance a été écartée. Donc, on ne voit pas de solution à cette affaire. Donc, la seule solution crédible et réalisable et pragmatique, comme le dit d'ailleurs le Conseil de sécurité, c'est l'autonomie. Bien, c'est la proposition marocaine. Maintenant, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Sur un plan juridique pur, Joe Biden a la possibilité non pas de revenir, parce qu'il va revenir sur quoi, à la limite. Il va dire je ne suis pas d'accord avec le Conseil de sécurité. Mais revenir peut-être, c'est très difficile disons, parce qu'on ne voit pas très bien sur quoi il va revenir. Bien. Sur le plan juridique, il peut le faire. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a quand même des relations qui datent de 2 siècles et demi entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Le Maroc est un partenaire stratégique des États-Unis. Et revenir, ou même faire des déclarations contre la souveraineté du Maroc sur le Sahara, peut poser de graves problèmes entre le Maroc et les États-Unis. En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'on est proche du dénouement de ce conflit et dans votre tribune, vous proposez l'idée de donner aux populations séquestrées de Tindouf la possibilité de regagner le Maroc. J'ai envie de vous dire, que proposez-vous de plus par rapport à l'initiative déjà en place, à savoir celle Inna al-Watana Ghafurun Rahim? Vous savez, comme je le disais, la déclaration des autorités américaines n'a fait que débloquer une situation. Et je ne sais pas si les gens ont fait attention. Le jour où il y a eu la déclaration des autorités américaines, le Quai d'Orsay français, le ministère des Affaires étrangères française, a repris pratiquement la même chose, mais sans parler de souveraineté. Il a dit c'est la solution d'autonomie c'est la seule solution pour résoudre ce problème qui a trop duré. D'ailleurs, c'est ce qui a été écrit. Bien. Vous savez, le Maroc, en proposant cette solution d'autonomie, il n'a fait que se conformer à des résolutions des Nations Unies. Parce qu'il y a des résolutions qui disent l'une des solutions pour qu'un territoire ne soit plus non autonome, c'est justement une association avec une autonomie interne. Bien. Donc le Maroc n'a fait que proposer quelque chose qui existait, qui était prévu par les Nations Unies. Maintenant, les Nations Unies ont prévu un mécanisme pour arriver à cette autonomie. Un parlement voté par les populations, un exécutif et un pouvoir juridictionnel. Donc, je suppose que si le Conseil de sécurité arrive à dire clairement qu'il faut aller vers l'autonomie, ben, il faut quand même organiser tout cela. Et pour moi, aujourd'hui, le début de la solution réside dans le fait de demander à ces populations qui vivent à Tindouf, dans des conditions déplorables, de leur donner le choix, de leur dire, ben, pour les gens qui veulent retourner au Maroc, qui veulent rejoindre leurs cousins, leurs frères, etc., qui vivent de l'autre côté de la frontière, ben, on leur donne la possibilité de retourner au Maroc. Et pour moi, ça c'est le début de la solution.
Rachid Zraq, professeur émérite de droit international, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.